Bienvenue chez Virage, c'est-à-dire bienvenue dans un centre de formation et de consultation aussi d'ailleurs, mais on est là pour parler plutôt des formations en thérapie brève et en coaching stratégique. Alors, la thérapie brève, donc une thérapie qui était développée un peu en regard, en réaction aux thérapies longues, donc dans les années 60, et le coaching stratégique est tiré de la thérapie brève parce qu'en fait, assez rapidement, les coachs, l'entreprise s'est rendu compte qu'il y avait un outil de changement, d'accompagnement au changement efficace et rapide. Et donc, ça les a intéressés puisque l'entreprise, elle aime bien ce qui est rapide et elle aime bien ce qui est efficace. Et donc, on a pu élargir et cet outil se prête finalement à résoudre, on va dire, à débloquer toute problématique de souffrance humaine, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit plutôt dans le monde, dans notre vie privée. Donc cette présentation en fait va se dérouler sur 4 points. Donc d'abord je vais vous présenter un peu notre modèle d'intervention, vous donner quelques exemples, vous parler assez rapidement de l'hypnose stratégique puisque nous enseignons également l'hypnose chez Virage, et puis je vais vous présenter rapidement aussi les parcours Virage. Ensuite, vous avez pas mal d'infos, sinon sur le site où vous avez plus de détails sur chaque module, etc. Mais pour vous donner l'idée de comment on fonctionne chez Virage, comment nos parcours se déroulent. Alors, d'abord, notre modèle a comme objectif, évidemment, de générer du changement. Et pour générer du changement, d'abord, on génère du changement, la plupart du temps, c'est quand il y a un problème. Si tout va bien, on n'entend pas générer du changement, au contraire, on dit on continue avec une équipe qui gagne, et donc effectivement, pas besoin de chercher à développer des stratégies de changement quand tout va bien. Donc on va chercher à générer du changement, et pour ça, on va le faire en 2 temps. Un premier temps qui est de décoder, de comprendre comment le problème fonctionne, comment la situation dysfonctionne. On va essayer de comprendre comment les personnes qui sont là puisqu'on est dans une vision systémique, sont dans un système qui ne leur convient pas ou plus. À un moment donné, et on va essayer de comprendre comment ce système fonctionne ou dysfonctionne. Donc on va assez peu chercher à comprendre pourquoi, mais on va vraiment essayer de comprendre comment, et on va essayer vraiment de comprendre le fonctionnement de ce système. Et dans un deuxième temps, mais une fois qu'on a compris comment fonctionne le problème, ou comment dysfonctionne le système, eh bien, on va chercher à voir comment on peut couper, arrêter ça, intervenir pour changer. On va parler de déblocage de la situation, puisqu'on veut amener un changement. Comment fait-on ? Eh bien, pour décoder, pour comprendre, on dessine chez Virage. Donc chez Virage, on travaille avec ce qu'on appelle le mapping, donc un outil qu'on a vraiment construit. C'est notre équipe vraiment qui l'a construit, qui l'a mis au point, qui est un outil vraiment de décodage systémique. On va dessiner le système. On va voir la personne, comme vous le voyez, en relation avec le monde, et on va voir comment un problème existe, est là, entre la personne et le monde, comment le monde lui envoie, si vous voulez, un problème. Mon enfant ne fait pas ce que je veux, mon manager me demande des choses que je n'arrive pas à faire, ou est constamment en train de me critiquer, enfin voilà. Et comment la personne, évidemment, a une émotion, parce qu'en général, quand il y a une souffrance, il y a une émotion. C'est assez rare que les gens puissent dire « moi, ça ne va pas, mais je ne ressens rien », en général il y a une émotion, et comment il y a une émotion, et non seulement une émotion, mais aussi une réaction, donc on répond, l'individu a une réaction par rapport au monde. Donc notre manière de voir les choses, c'est de se dire, voilà, les gens mettent en place une régulation, ou une tentative de régulation, comme on les appelle chez nous, donc ils mettent en place leur mode de réaction, leur mode de réponse, leur mode de solution par rapport à ce qui leur arrive, et soit ça fonctionne, auquel cas on est dans une régulation, puisqu'on régule les choses s'apaisent. Donc mon manager me critique régulièrement, je vais le trouver, je lui dis écoute, ça va pas, ça me convient pas, ta manière de me parler, etc. Et il dit oh désolé, je m'étais pas rendu compte, c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai beaucoup de trucs en même temps, je suis un peu dur, etc. Et ça se régule. Soit au contraire, je vais le voir et il me dit écoute, t'es hyper susceptible, etc. Et il m'envoie encore deux phrases un peu piquantes. Et je me dis, oh là, ça n'a pas du tout aidé. Au contraire même, on peut dire que ça a maintenu, voire peut-être même aggravé, ça m'a mis en position de faiblesse, ça peut même aggraver le problème. Et donc, on va comparer, nous, le problème à un feu, en fait, à un feu qui brûle. La personne pourrait éteindre le feu, c'est comme si elle mettait des grosses bûches dessus, des tellement grosses bûches qu'elle pourrait éventuellement étouffer le feu, et parfois ça marche, donc c'est important de se dire, bon évidemment quand les gens viennent chez nous, c'est que ça n'a pas marché, mais il y a des situations où ça fonctionne, où ce qu'on met en place, heureusement d'ailleurs
allez, la plupart des cas, je dirais, une majorité de situations, on a un problème dans notre vie, on a une difficulté, on met quelque chose en place et ça fonctionne. Et puis de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment les gens mettent des choses, des bûches sur le feu, qui finalement, au lieu de fonctionner, parce qu'on va voir que malheureusement, rien n'existe qui n'a pas d'impact, ça nourrit le feu du problème et le problème nous revient et se maintient. Et comment on se retrouve du coup dans une forme de cercle vicieux. Donc ce qu'on cherche, c'est bien le comment et pas le pourquoi. On ne cherche pas pourquoi le feu est allumé, qui l'a allumé, etc. On se dit, si on veut éteindre un feu, c'est pas savoir pourquoi et qui l'a allumé qui est important, c'est d'arrêter de mettre des bûches ou d'arrêter de l'apport d'oxygène. Si on arrête de nourrir le feu, il s'arrête. Si on arrête de nourrir le problème, il s'arrête. Maintenant, la question, c'est comment arrêter de le nourrir. C'est pas toujours évident. Mais donc ça, c'est la première chose. On va essayer de voir, est-ce qu'on est dans une régulation ou est-ce qu'on est dans une tentative de régulation. Du coup, le deuxième point, je dirais, c'est débloquer, éteindre ce feu. Alors comment on fait? Il faut arrêter d'ajouter des bûches, parce que si, comme je le disais il y a 2 minutes, si on arrête d'ajouter des bûches, le feu devrait normalement s'arrêter. Et donc, on va amener les personnes qu'on coach ou les personnes qu'on suit comme patients, on va les amener à mettre en place des actions. Donc c'est une approche qui est extrêmement responsabilisante pour le bénéficiaire, en fait. Il est responsable de sa vie, c'est à lui de mettre des actions. Donc le changement passe par l'action. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs, moi, que je dis en séance. Je dis, voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu notre approche à thérapie brève. Et je dis à mon patient, je dis, voilà, il faut savoir que nous, on ne croit pas que les choses vont changer comme ça parce qu'on se parle. Et pour nous, ce qui va être important, c'est entre les séances. Entre les séances, on va vous demander de faire des choses, et ces choses qu'on va vous demander de faire entre les séances vont être déterminantes puisque vous allez changer la manière dont vous êtes en relation avec votre problème. Et donc, en fin de séance, je vous proposerai quelque chose à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on donne ce qu'on appelle des tâches thérapeutiques ou des tâches stratégiques, si on est plus en coaching, et on va les donner entre les séances, ou bien éventuellement, on peut aussi les faire en hypnose pendant les séances, mais même dans ce cas-là, on va probablement poursuivre entre les séances pour que ce soit ancré davantage. Et donc, ce qu'on va proposer pour arrêter de mettre des bûches, en fait, rien ne marche mieux pour arrêter de faire un comportement que de faire l'inverse. Et donc, on va proposer ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Donc, ce virage à 180 degrés, ça peut paraître complètement absurde et dingue, et pourtant, donc là, on en a la preuve par des cas cliniques et des cas cliniques, ça fonctionne en fait. C'est qu'on va proposer aux gens de faire l'inverse parce qu'en faisant l'inverse, ils ne peuvent plus continuer à mettre des bûches sur leur feu. Et donc, on va leur demander de faire quelque chose qui pourrait paraître absurde donc dans l'absolu, mais qui en fait va à un moment donné trouver son sens. Et ça, c'est le travail évidemment à faire en consultation, en coaching, c'est de permettre à la personne de comprendre comment ce serait finalement mieux, plutôt que d'aider absolument son enfant quand il a ce problème-là, ce serait peut-être mieux de le laisser faire seul. Parce qu'en l'aidant, en fait, je suis en train de lui envoyer le message qu'il n'est pas capable de le faire, et donc, au lieu de l'aider, je ne l'aide pas. Et donc, en le laissant, en disant, je te fais confiance, tu vas gérer, ça va être difficile, il ne va pas tout de suite y arriver, mais c'est là que je l'aide vraiment. Et donc, ce sont toutes des tâches comme ça qu'on va aller chercher. Donc, on va voir que c'est... Alors, l'approche, vous allez voir, est assez simple. Là, je vous l'explique. Vous pourriez dire, j'ai tout compris, à quoi ça sert de faire une formation? C'est une bonne question. La seule chose, c'est que vous allez voir que si vous essayez d'appliquer ça comme ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toute une manière de faire pour amener une personne à faire un virage à 180 degrés en fin de séance. Et donc parfois même en plusieurs séances. Puisqu'il y a tout un questionnement, il faut qu'on ait bien saisi le problème, il y a toute cette partie décodage et ce dessin du mapping qui est extrêmement important. Et donc on va voir qu'il y a une technicité à développer. Mais la logique de l'approche est assez simple effectivement, c'est de se dire arrêtons de faire plus de la même chose qui ne fonctionne pas. Donc, on va aller dans ce sens, dans l'idée d'aller à 180 degrés. Si je prends des exemples maintenant, puisque je vous avais dit que je vous illustrerai ça, voilà, Christine est la maman de Colline. Et Christine, elle a 37 ans, elle est assez bonne dans son boulot, elle est en comptabilité, elle est responsable de la comptabilité d'une PME, et elle a une petite fille, Colline, qui a 5 ans. Et Christine vient me consulter parce que Colline fait des crises. Et donc Christine est très malheureuse de voir sa petite fille se mettre dans tous ses états, etc. Hurler parce qu'elle n'a pas la tasse rose et qu'elle a la tasse bleue, alors que Colline, pour elle, c'est vraiment extrêmement important d'avoir la tasse rose. Ce que vous comprendrez sans doute tous. Et donc Christine
n'en peut plus, elle a l'impression qu'elle n'est pas une bonne maman, qu'elle gère mal sa fille, etc. Et elle vient consulter. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donc dessiner. Et donc on va dessiner ce mapping, hein, dans ce fameux mapping où on voit comment Christine se retrouve face à Colline, donc qui pique des colères, qui se roule par terre, etc. Comment elle, Christine, elle en a marre, donc à un certain moment elle s'énerve, après elle s'en veut de s'être énervée parce qu'elle se dit qu'elle ne montre pas le bon exemple, parce qu'effectivement quand on est en train de dire sur sa fille « arrête de t'énerver », bah, c'est juste pas tout à fait congruent. Et elle a en face d'elle Colline qui, quoi qu'elle fasse, donc Christine elle essaye plutôt de lui dire tu vas te calmer, arrête de t'énerver, c'est pas si grave la tasse bleue ou la tasse rose quand même, regarde la bleue, elle est jolie aussi, etc. Mais Colline, elle n'écoute rien, elle n'entend rien et elle hurle. Et donc quand on a dessiné, quand on a compris ça, on va se dire qu'il faut que, quand on voit ce mapping, donc hein, si vous le regardez bien, on va arrêter les tentatives de régulation de Christine. Donc on va l'amener à arrêter de dire tu dois te calmer, et donc lui dire tu peux être en colère. Et donc tu peux être en colère, ça va être dire à Colline écoute voilà, tu as la tasse bleue aujourd'hui, donc c'est pas changer la tasse, hein. Tu as la tasse bleue aujourd'hui, tu as le droit de faire ta crise, si tu veux tu te roules par terre parce que c'est vrai que c'est pas gai, tu préfères la rose. Ça permet ça d'avoir peut-être encore des colères, parce que c'est pas dit que du coup elle accepte la tasse bleue, c'est pas du tout ça notre promesse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change la position, et ça c'est notre promesse, la position et le confort de Christine. Elle arrête de lutter contre quelque chose sur lequel elle n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire les colères de sa fille. On le dit très souvent, on n'a malheureusement pas la télécommande pour les enfants, on n'a pas celle des ados non plus, je vous l'annonce tout de suite, mais par contre, on a des manières de gérer qui peuvent remettre du confort, même dans une situation qui malheureusement est inconfortable et parfois sans qu'on puisse n'y changer rien nous-mêmes. Et donc, ça veut dire que Christine va se retrouver dans une autre situation. Une maman qui a fait la formation, après les 2 premiers jours, revient, enfin après le premier jour, le deuxième jour, elle revient et elle dit à tout le groupe, elle dit voilà, j'ai envie de vous partager un truc, hier soir ma fille, et on est dans une situation tout à fait similaire, fait une colère comme elle fait d'habitude, et je me suis dit je vais faire ce que Marina a dit, et donc elle dit voilà, je lui dis, écoute, tu peux t'énerver, c'est vrai que c'est pas chouette, etc. Je ne me rappelle plus le sujet, donc, mais c'est vrai que c'est pas chouette qu'on arrête la télé par exemple et que tu dois aller dormir. Et elle dit ma fille s'est énervée, etc. Et le groupe dit alors. Elle dit ma fille s'est énervée à peu près comme d'habitude, mais moi à l'intérieur, c'était pas du tout la même chose. Et en fait, c'est ça qu'on peut changer. C'est qu'elle, à partir du moment où elle prescrit la colère, ne la vit plus de la même manière. Et puis en plus, il y a des chances aussi que Colline s'énerve moins, puisqu'elle sent que sa maman comprend combien c'est dur pour elle de ne pas avoir son gobelet. Elle a moins besoin de le montrer et le crier. Alors j'ai pris l'exemple de Colline, mais on peut avoir exactement la même chose entre 2 adultes. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un essaye de vous calmer en disant calme-toi, c'est pas grave, alors que vous étiez énervé. Ça marche moyen, on me l'a encore fait la semaine dernière, ça marche pas très bien, ça m'a plutôt surénervé. Ensuite Marion. Alors un autre exemple, parce que je vais vous montrer un autre type de problématique tout à fait, parce que là on est dans une problématique qui n'est pas relationnelle. Marion, elle se fait des problèmes toute seule, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que Marion, elle a des crises d'angoisse. Et donc elle a l'angoisse qui lui vient, elle sent la boule dans la gorge, le cœur qui s'accélère, etc. Elle est vraiment pas bien, vraiment pas bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Évidemment, elle évite les lieux qui créent ça. Hein, c'est sûr, elle essaye de, tout ce qui déclenche, elle est en évitement, donc elle essaye de ne pas avoir ces crises d'angoisse, elle essaye de ne pas les ressentir, elle essaye de penser à autre chose, de se distraire, etc. Ça ne marche malheureusement pas. Si ça marchait, de nouveau, elle ne serait pas chez moi, donc ça aurait pu marcher. Il y a des gens qui ont de l'angoisse qui vient et ils se distraient et ça marche. Après, ça passe et puis ils pensent à autre chose et puis le sujet d'angoisse se résout, etc. Mais Marion, ça ne marche pas. Donc Marion, elle se retrouve avec son angoisse et elle se retrouve avec cette peur, cette boule au ventre, cette peur à la gorge et la peur à un moment donné qui vient, qui est assez naturelle et qui est souvent là chez les gens qui ont des crises d'angoisse, qui vient la peur d'avoir la crise d'angoisse. Donc elle anticipe, à n'importe quel moment où elle se retrouve, elle se dit « oh là là, au secours, si ma crise d'angoisse vient, etc. » Et donc on voit que ces tentatives de régulation, comment on essaye de faire, c'est d'éviter d'avoir de l'angoisse, c'est d'éviter les endroits qui en créent, c'est donc de chasser la crise le plus possible. Hein. Il y en a qui font de la respiration, voilà, de la sophrologie, enfin toutes des choses qui peuvent tout à fait fonctionner, donc je le redis, mais quand ça ne fonctionne pas et qu'ils se retrouvent devant nous on va essayer de faire un 180 degrés par rapport à tout ça. Ça veut dire que un 180 degrés
par rapport à éviter la crise d'angoisse, c'est affronter la crise d'angoisse, c'est même la faire venir. Et donc c'est ce qu'on va proposer. Donc on va proposer à Marion de faire venir sa crise d'angoisse. On va lui dire, voilà, la fois prochaine, je vais te demander de te mettre dans la situation où tu me dis que ça vient, quand tu es avec d'autres, et de la laisser venir. Ou au cinéma, d'aller au cinéma et te dire, je vois une crise d'angoisse, et je voudrais en fait que tu fasses ça, parce que comme ça, moi, tu me notes tout ce qui se passe, et ça va me donner des infos sur ta crise d'angoisse. Et donc, on met Marion dans une situation tout à fait différente. C'est-à-dire qu'au lieu de, chaque fois qu'elle va dans un endroit qui pourrait lui donner une crise d'angoisse, être dans surtout il ne faut pas que j'en ai, surtout il ne faut pas que j'en ai. Ce qui, bien évidemment, vous l'aurez tout de suite senti ou compris, donne la crise d'angoisse. On va la mettre dans viens, j'aimerais bien avoir une crise d'angoisse, ça va me donner des infos pour la psy. Et déjà là, on change la relation. Et donc, évidemment, on a directement un effet sur la crise d'angoisse, puisque la relation de Marion avec la crise n'est plus du tout la même. Un dernier exemple au travail. Donc, au travail, voilà, j'ai une collègue qui me critique. Donc, c'est le cas de Catherine. Catherine vient consulter parce qu'elle a une collègue qui la critique systématiquement. Donc, évidemment, elle commence à être dans de la peur. Elle était triste, elle était blessée, et puis elle a peur d'être blessée. Donc, elle dit à la collègue, elle lui a dit gentiment, écoute, je ne comprends pas, pourquoi tu es toujours négative avec moi, etc. L'autre a dit, ah non, je ne vois pas du tout. Elle a continué de plus belle après. Catherine, elle est gentille, elle veut pas, enfin voilà, elle essaye de protéger quelque part la relation, mais ça ne marche pas du tout, puisqu'elle se fait, entre guillemets, maltraiter par la collègue. Et donc là, de nouveau, on va faire un 180 degrés. Donc, au lieu de dire arrête de me critiquer, le mouvement, ça va être continue de me critiquer. Et comment est-ce qu'on va dire ça? Ça va être par exemple dans écoute, voilà, je me rends compte en fait que tes critiques, ça m'aide. C'était pas facile à encaisser au début. D'ailleurs, j'étais venue te demander d'arrêter. Et en fait, moi, je te demande de continuer parce que je sens que ça me nourrit, ça me rend plus forte. Et en plus, je me sens de plus en plus compétente. Et je me rends compte finalement que c'est un cadeau que tu me fais. Même si voilà, c'était pas toujours facile à encaisser, mais maintenant je me suis dit voilà, je le prends comme un cadeau et je t'en remercie, quoi. Et on change complètement le jeu, parce que du coup celle qui critique, elle se retrouve dans une situation où soit elle critique et là Catherine lui dit chaque fois merci, soit elle arrête et là Catherine a gagné. Et donc Catherine dans les deux cas gagne en fait, puisque de nouveau elle a changé la relation par rapport au problème. Et donc, voilà, ce sont des situations donc, de personnes que j'ai eues en consultation, en coaching, et que je voulais vous partager pour que vous voyez un peu comment ce modèle, donc là, bon, je vous ai donné les grandes lignes du modèle, il y a évidemment plein de détails, de finesse, etc., mais vous avez la logique vraiment, parce que mon idée, c'est que vous puissiez avoir cette logique-là pour pouvoir voir si voilà, vous souhaitez ou pas faire ce genre de formation et devenir à votre tour thérapeute bref, et devenir à votre tour coach stratégique. En fait, moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai fait la psycho, donc au départ, j'ai fait les sciences économiques d'abord, et puis j'ai fait la psycho par la suite, donc j'ai les deux masters. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en sortant de psycho, je trouvais que voilà, c'était intéressant, on avait vu plein de choses, mais on fait quoi? Quand on est devant des patients, on peut analyser ça, d'autres approches, parce que moi j'avais fait des formations dans d'autres approches, m'aidaient à comprendre pourquoi il y avait le problème. Il faut comprendre que l'enfant, là, il est en train de reproduire un schéma familial. Ok, mais on fait quoi maintenant? Et donc, moi, cette question, et on fait quoi maintenant? En fait, elle est au cœur, pour moi, de ce que la thérapie brève nous renvoie. Et donc, moi, c'est une des choses qui m'a séduite dans ce modèle, c'est qu'on a une structure, un cadre. Après, il n'est pas si facile à appliquer que ce qu'il peut en avoir l'air. Là, moi, je peux pas... Peut-être ça vous donne l'impression d'un truc un peu magique, mais c'est pas magique. Il y a vraiment une logique, c'est une épistémologie, en plus c'est appuyé sur la cybernétique, etc. Donc c'est vraiment une approche qui a des appuis scientifiques, des bases scientifiques, et qui fonctionne extrêmement bien. Et surtout, comme intervenant, je trouve, et c'est vachement important, ça nous donne ce côté, je sais maintenant quoi faire, et donc ce côté, je suis outillée, et pas je suis juste là en train d'écouter des gens, et un peu avec mon bon sens, un peu avec mon feeling, j'y vais et je l'aide. Et je les aide, voilà. L'hypnose aussi, on l'a intégrée en fait à notre parcours, l'hypnose, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un plus pour permettre d'accentuer, d'accélérer parfois même le mouvement.
Donc notre référence c'est Erickson, bien évidemment, ça paraît logique. Erickson était déjà, pour moi c'est le premier thérapeute bref en fait Erickson. Il le faisait sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir. En fait, Erickson, il donnait des tâches déjà à ses patients, il leur faisait faire des choses à contresens du bon sens, et il a débloqué beaucoup, enfin il avait des résultats beaucoup plus probants que les autres thérapeutes de son époque. Et donc voilà, Erickson, donc c'est notre référence. L'hypnose, on va l'enseigner l'hypnose formelle, mais on va surtout utiliser l'hypnose conversationnelle. Mais pour nous, c'est important de pouvoir faire de l'hypnose, enfin, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, il y a une partie d'hypnose formelle, mais on est surtout dans l'hypnose conversationnelle pour pouvoir utiliser cet état, parce que l'hypnose, c'est juste un état de conscience modifié, donc c'est juste un état d'ailleurs que vous vivez tous, hein. Certains s'en rendent compte, d'autres pas, voilà. Et on va utiliser cet état-là pour en faire un outil au service, j'ai envie de dire, du mouvement stratégique du 180 degrés. Donc on va toujours l'utiliser dans la logique du 180 degrés. Et alors on va approfondir l'hypnose avec tout ce qui est travaillé avec la douleur, avec les traumas, les addictions, parce que pour certaines problématiques, l'hypnose est un plus, j'ai envie de dire, encore plus riche que pour d'autres, quoi. En conclusion, donc, voilà, l'approche, elle est, voilà, j'ai mis une série de caractéristiques de notre approche, donc elle est systémique, vous l'aurez compris, on regarde l'interaction soit de la personne avec l'autre, avec le monde, soit de moi avec moi. Parce qu'on en a plein des interactions de soi à soi. Donc, si on ne dort pas dans son lit, parce que le lendemain, on a une présentation importante, on va être dans il faut que je dorme, ce qui marche moyennement. Hein. Je ne sais pas si vous en convenez, peut-être pour certains ça marche, mais c'est une interaction que j'ai avec moi-même en fait. Et donc on en a plein. Donc l'interaction, quand on parle de systémique ou d'interaction, parfois les gens ont l'impression qu'il s'agit juste des problèmes relationnels. Or, ça n'est pas exact. En tout cas, chez Virage, on a vraiment développé tout le pan émotionnel. Parce que c'était moins le cas, mais d'ailleurs c'est le 4e point de ma liste, c'était moins le cas dans l'approche au départ. Ils ont voulu au départ vraiment se détacher de tout ce qui était psychanalyse, etc. Et donc ils étaient dans l'interaction et dans la relation avec le monde. Mais en fait, on se rend compte qu'on a des interactions aussi avec nos émotions, etc. Et donc c'est important pour nous aussi d'avoir cet élargissement du modèle au niveau des émotions. L'approche, elle est stratégique et paradoxale. Hein. Mon paradoxe, vous l'avez bien saisi, puisqu'on va prescrire aux gens de faire le contraire de ce qu'on pourrait penser, et qu'en plus ça marche. C'est ça qui est assez interpellant. Donc on sort à certains moments de la logique du bon sens. Ceci dit, je le répète, le bon sens marche dans plein de situations. Donc je n'ai pas élevé mes enfants, je ne les ai pas éduqués en leur disant, je ne sais pas moi, ne fais pas tes devoirs. Non, ça n'a aucun sens. Donc en disant fais tes devoirs, si ça marche, c'est très bien. C'est quand on le répète, on le répète et on le répète et que ça ne marche toujours pas qu'on va penser à faire un changement, un virage à 180 degrés. Donc ça c'est important, on n'est pas en train de tout le temps tout prendre à l'envers. Hein. C'est juste quand il y a un problème. L'approche est responsabilisante, ça c'est probablement une des choses qui m'a le plus séduite aussi, c'est qu'en fait, à partir du moment où on dessine ces boucles, on se rend compte que même dans une situation de harcèlement, quand Catherine dit à sa collègue « arrête de me critiquer », au fait, elle prête le flanc. C'est pas par hasard que certaines personnes sont harcelées et d'autres pas. Alors évidemment que la victime du harcèlement n'est pas responsable du harcèlement, mais elle participe à la situation, elle participe au cercle vicieux, et nous, notre idée, ça va être de pouvoir couper ça, de l'aider à couper ça. Et c'est intéressant parce qu'en reprenant du pouvoir dans une situation, du coup, on reprend une possibilité d'action. Et donc moi, c'est ça qui m'avait assez bien séduite, c'est de se dire, en fait, tout ce qui m'arrive, j'ai une part d'action, et donc j'ai une part de possibilité d'induire quelque chose de différent. L'approche est non normative, c'est évidemment important, et non normative, ça veut dire que pour nous, chaque comportement d'une personne est une adaptation à un contexte. Et on ne se dit pas, mais il est dingue de faire ça. S'il fait ça, c'est probablement qu'il y a une bonne raison de le faire, qui peut nous échapper, peut ne pas du tout comprendre, mais probablement qu'il y a une bonne raison. L'approche est efficiente, effectivement, hein, on va voir que quand on l'applique bien, donc, et c'est vrai, de nouveau je le dis et je le redis, même si elle est simple et simpliste, même à comprendre comme ça, la preuve c'est que je vous l'explique assez rapidement ici, elle est plus compliquée que ça quand on doit l'appliquer, la mettre en œuvre, mais cette logique vous l'avez, je vous l'ai donnée là maintenant dans cette petite présentation.
Par contre, après, on va voir qu'il faut évidemment être pointu, mais on a rapidement des premiers changements, il y a ce côté, un rapide soulagement quelque part de la souffrance qui pour moi est extrêmement précieux puisqu'on travaille avec des êtres humains et que notre objectif, ça reste de les aider le mieux possible. L'approche est active, puisqu'elle nous amène à réaliser des expériences, à faire vivre aux gens des expériences émotionnelles, c'est à eux de se mettre en mouvement pour réaliser ça. L'approche est concrète, vous allez voir qu'on pose des questions hyper concrètes, notre questionnement est très très concret et très pragmatique. Quand vous faites ça, qu'est-ce que votre collègue vous dit? Ok, alors après, qu'est-ce que vous vous répondez? Et on essaye on parle souvent de visionner les scènes, donc on va vraiment avoir un questionnement pointu pour remplir ce mapping, ce fameux mapping virage qui va être à la fois un outil de décodage, puisqu'on le remplit avec notre questionnement, mais en même temps un outil de déblocage parce que c'est lui qui va nous dire où on doit agir, puisqu'on agit sur les tentatives de régulation. Et l'approche est hypnotique, puisque on va essayer de faire vivre l'expérience émotionnelle hors de la séance, mais aussi en séance. Et à chaque fois qu'on en fait en séance, on fait avancer un peu plus vite, on fait vivre une expérience. Or, nous sommes construits sur base de nos expériences, nous sommes qui nous sommes sur base de nos expériences. Et donc, avec l'hypnose, on est avec une expérience, une possibilité de faire vivre l'expérience en direct aux personnes qu'on a en face de nous. Voilà, si vous avez suivi jusqu'ici, j'espère que j'étais un peu hypnotique aussi, mais pas trop. Et évidemment, n'hésitez pas à nous écrire des mails, des demandes d'infos auxquelles nous répondrons avec tout grand plaisir. Donc voilà, vous pouvez demander un rendez-vous aussi si vous le souhaitez avant de vous inscrire. Ou par téléphone, enfin voilà, il y a des gens qui foncent plus et qui vont s'inscrire sur le site directement, d'autres qui préfèrent avoir un échange téléphonique, et puis d'autres qui aiment autant, même voir les locaux, sentir les choses, pas de problème, tout ça est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, et j'espère sinon que cet exposé vous aura plu, et je me réjouis peut-être de vous rencontrer en vrai, et sinon que votre route soit belle. Au revoir.